Et pour évoluer dans la réflexion sur ce sujet, on va voir une autre thématique connexe à celle-ci, qui est l'IA au cœur de l'économie de la connaissance. Et c'est sûr, lorsqu'on a accès à un nombre toujours plus important de données, qu'on peut les recouper, on a accès à une connaissance beaucoup plus vaste, beaucoup plus précise. Et pour en parler, j'appelle Ramon Fernandez et Mats Carduner. Là, on va peut-être tout de suite attaquer sur la question qui nous a préoccupés de façon embryonnaire, mais assez précise depuis le début de cet événement, sur les questions de relations clients, peut-être avec vous, Orange, et puis les questions de marketing qu'on n'a pas encore abordées, mais qui sont bien sûr dans l'esprit de tout le monde. Peut-être passer la parole à vous. Donc l'IA appliquée au marketing, on a là, et on l'a dit depuis ce matin, une source très large d'amélioration ou d'évolution. On n'a pas encore vu concrètement quelle elle pouvait l'être, même si on est tous dans notre vie quotidienne confrontés à cela dans les usages quotidiens. Peut-être quelques exemples pour commencer de ce qui est en train de se jouer indépendamment de ce que l'on observe nous derrière dans le back-office. Bonjour à tous. Bonjour, ça va arriver, c'est le micro vert. Il faut une petite seconde. Alors effectivement, ça existe déjà et vous le vivez au quotidien sans forcément le savoir. On compte sur vous pour nous donner quelques clés. C'est un des sujets un petit peu difficiles avec l'intelligence artificielle. Ça fait partie de ces sujets comme le big data qui sont en fait partout déjà, mais dont on n'a pas forcément conscience parce que voilà, comme l'électricité, une fois que c'est rentré dans le quotidien, on finit par l'oublier et ça finit par ne plus être un sujet. Après, il y a aussi beaucoup d'autres confusions qui sont liées au fait que ça concerne énormément de sujets, dont le marketing. Et alors c'est vrai que moi, je suis un ancien de Google, j'y ai passé 6 ans il y a quelques années en tant que directeur général pour l'Europe du Sud. Et j'ai créé après une société qui s'appelle 55 et dont le métier est de collecter, d'analyser et d'exploiter les données digitales pour améliorer le marketing. Et donc les exemples de l'intelligence artificielle dans le marketing, ils sont extrêmement nombreux. Je commencerai par parler on a beaucoup parlé de Google dans les exemples précédents, mais c'est vrai que Google, c'est une boîte d'intelligence artificielle, c'est une boîte de marketing, c'est la plus grosse société, la plus grosse plateforme de marketing au monde. Google, c'est un algorithme qui référence tous les contenus possibles, imaginables. C'est de l'intelligence artificielle, car c'est des relations et des algorithmes qui permettent d'ordonnancer les choses. Et pour le marketing, Google a inventé le système publicitaire le plus efficace au monde, qui distribue, donc ce sont les petits liens commerciaux, les liens textes que vous voyez, enfin que vous ne voyez pas, c'est précisément là où c'est très intelligent, distribue environ 100 000 publicités par seconde sur tous ces sites à travers le monde, grâce à des algorithmes, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à du prédictif, grâce à toutes les données qui sont recueillies sur les comportements des gens aux différents points de contact digitaux, et permet donc de servir des publicités qui sont pertinentes, qui sont placées au meilleur prix, qui sont achetées par des annonceurs en fonction d'un budget qu'ils sont prêts à mettre et en fonction d'une segmentation marketing. Mais vous n'aurez jamais accès à une base de données aussi large que cela, ou au contraire, vous pouvez... Il y a plein d'écosystèmes sous-jacents. Bon, celui-là, c'est le plus gros, le plus spectaculaire. Google, c'est une boîte qui fait maintenant, je pense, pas loin de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ou 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et ces 100 milliards de chiffre d'affaires sont en fait l'accumulation de clics qui sont vendus en général à quelques dizaines de cents. Donc vous imaginez le nombre de clics que ça fait. Donc de manière générale, je dirais l'exemple le plus spectaculaire de l'intelligence artificielle dans le marketing, je dirais que c'est la publicité programmatique, c'est-à-dire, donc Google en est un acteur, mais c'est en fait le fait de placer instantanément, en quelques millisecondes, une publicité du bon format, avec le bon contenu, au bon endroit, c'est-à-dire sur le bon site ou sur le... Voilà, vous arrivez au CESE, on vous dit tel restaurant à 50 mètres, tel hôtel à 100 mètres. Placé au meilleur coût pour l'annonceur et sur un segment, et visant un segment d'audience qui est précis. Et tout ça de manière extrêmement intense, extrêmement avec des grosses quantités de données et énormément de points de contact comme ça qui sont gérés en temps réel, un petit peu comme la finance de marché est aujourd'hui gérée majoritairement par de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un exemple qui est extrêmement frappant, qui représente maintenant plus de 50% de la publicité sur Internet, qui elle-même représente plus de 50% de la publicité en général. Et donc on arrive effectivement à des systèmes où il y a de moins en moins de frottement, de plus en plus d'automatisation et le remplacement d'énormément de tâches qui étaient jusque-là dévolues à des gens de marketing. Avec des limites, parce que ça ne fonctionne pas forcément aussi bien qu'on le souhaiterait. Et donc des limites, on pourrait s'interroger sur
que faire pour que ça marche mieux, que faire aussi pour que... Parce que quand on fait un système qui est censé être plus efficace et bénéfique pour le consommateur, avec des publicités qui sont moins intrusives et plus pertinentes, il y a aussi le pendant, c'est-à-dire beaucoup d'acteurs qui cherchent à utiliser l'intelligence artificielle pour faire de la fraude. La fraude au clic est un phénomène massif sur Internet, et c'est un peu le pendant d'une publicité, d'un monde publicitaire en théorie meilleur. Ramon Fernandez, sur la question de la relation client, on a vu à 2 reprises ce matin l'impact que ça allait avoir sur les call centers. Vous avez un nombre important de personnes qui travaillent pour vous, plusieurs milliers de personnes, j'imagine, dans des call centers. Comment vous avez imaginé sur ce point-là, après on élargira bien sûr votre réflexion, l'impact que ça va avoir sur, pas forcément le nombre de personnes, mais sur la façon de travailler de ces call centers et la localisation? Alors, on a probablement en France une vingtaine de milliers de personnes au total qui sont en charge de la relation avec le client via des plateformes d'appel, et évidemment tout ce qui est digitalisation réduit de manière très importante le volume des appels que nous recevons. Ils ont dû être divisés à peu près par 3 en 4-5 ans. C'est énorme. Évidemment, ça génère des économies pour nous, mais ça génère aussi une amélioration de la qualité du service, puisque par définition, si on sait régler plus vite de manière digitale avec ceux qui utilisent ces outils les problèmes, c'est plus efficace. Donc nous, on continue à développer ce type d'instrument avec le sentiment qu'il y a une compatibilité et une addition en fait de l'amélioration de l'expérience client à travers ce canal digital, qui permet aussi de régler en amont toute une série de problèmes et de mieux qualifier le problème avant d'entrer dans une discussion avec une personne qui va permettre ensuite de gérer ce qui n'aura pas pu être réglé avant. Donc il n'y a pas de substitution complète, il y a évidemment un impact, ça va de soi, mais il y a surtout une amélioration de l'expérience client, et dans notre plan stratégique en tant qu'opérateur télécom, on a mis cette expérience client qu'on voudrait incomparable, donc on y travaille tous les jours, au cœur, et tout ce qui est digital, big data, intelligence artificielle, c'est l'étape d'après, on n'y est pas quand même tout à fait encore, permet d'améliorer cette expérience client. Alors plus globalement sur l'énergie, on a pris l'axe par les centres d'appel, puisqu'on en a parlé de ce matin. Plus globalement, quelle est la réflexion stratégique du groupe sur, enfin, quelques lignes, sur l'intelligence artificielle? Comment vous appréhendez cette question-là, et comment vous imaginez les évolutions du modèle éventuellement de l'entreprise liées à l'intelligence artificielle pour ce qu'on en sait aujourd'hui, parce qu'on sait que les développements ne sont pas encore tous connus. Nous, on pense que ça va être un élément massif qui va changer d'une certaine manière les règles du jeu. On le voit déjà aujourd'hui, même si on n'est qu'au début du processus, mais on le voit d'abord dans l'interface directe qu'un opérateur télécom comme Orange peut avoir avec ses clients. Que ce soit via le smartphone, la tablette, les écrans télé ou toutes sortes d'éléments de mobilité. Quand vous regardez par exemple l'appli mobile Orange Télé, vous avez un assistant personnel qui utilise des techniques d'intelligence artificielle et qui déjà aujourd'hui vous permet de manière vocale de poser un certain nombre de questions. Est-ce qu'il y a un polar? Je voudrais voir un polar ce soir à la télé. C'est vrai aujourd'hui ça. Vous parlez à votre téléphone, vous lui dites sur l'appli Orange Télé, je voudrais voir un polar, on va vous dire ce qu'il y a à voir ce soir. Qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé à 20h30, on va vous répondre. Bon. Sur la banque, j'étais là tout à l'heure, j'écoutais les discussions. Mais à dessein en réalité, je vous ai... Oui, alors sur la banque, on voit bien, on a lancé nous Orange Bank début novembre. Elle n'aurait pas été lancée si vous n'avez pas eu en tête les facilités. Si, mais simplement on a intégré dans l'application Orange Bank un élément d'intelligence artificielle qui est l'outil d'intelligence artificielle d'IBM, Watson, qui vous permet d'avoir une interaction directe et de poser un certain nombre de questions via cet outil. C'est perfectible. Aujourd'hui, on est au début et ça va être un petit peu auto-apprenant. C'est-à-dire que plus on aura posé de questions, plus les réponses auront été apportées, meilleures elles seront et plus on saura élargir le spectre de ce qui peut être géré de cette manière-là. Donc on voit dès aujourd'hui que ces outils changent un peu et enrichissent les relations qu'on peut avoir avec nos clients. Mais il y a aussi tout ce qui se passe derrière, c'est-à-dire tout ce qui, avec ces outils-là, d'intelligence artificielle ou de big data, disons, permettent d'améliorer nos processus pour le compte de nos clients sans pour autant que le client le voie directement. Par exemple,
Quand on utilise les informations prédictives sur les phénomènes météorologiques et que ça nous permet de manière proactive de nous rapprocher de nos clients pour dire dans votre région, dans tel endroit, à telle heure, il y a un risque d'orage, débranchez vos Livebox, vous évitez que vos Livebox soient foudroyés, c'est beaucoup d'embêtement, c'est de l'argent, et puis pour le client comme pour nous, c'est évidemment très efficace. Et il y a beaucoup d'exemples de cette nature-là qui vont nous permettre d'améliorer nos processus. Par exemple, on parlait beaucoup des GAFA, forcément on parle beaucoup des GAFA, mais nous avons un atout important qui est une masse de données qui passe sur nos réseaux, et que pour le coup les GAFA n'ont pas nécessairement, et qu'on pourra croiser avec les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, par exemple, sur Facebook ou sur Vous Twitter. le faites déjà, ça, ou pas? Ça commence. Et qui permettront donc de cibler la disponibilité du réseau à tel ou tel endroit en fonction d'une surcharge qui va être liée à un événement sportif qui, lui, a priori était prévisible, mais aussi peut-être à des phénomènes de conjection, à des accidents, des manifestations. Donc là aussi, on va pouvoir, à travers ces outils, améliorer le processus pour que le client bénéficie d'un meilleur service. Pour reprendre la réflexion de Jean-Denis Muller, là, juste à l'instant, bon, on pense très bien que Google ou Facebook très rapidement a intégré que leur modèle ou leur fonction était de récolter de la data. Vous, à quel moment vous avez eu l'intuition que vous étiez fait pour récupérer de la data et moins que pour faire de la téléphonie? En tout cas, au moins les deux. Non, nous on reste d'abord là pour assurer des services de connectivité sous toutes ses formes, mais évidemment les datas dont nous disposons doivent nous permettre d'améliorer la qualité du service. On se veut à terme une data-driven company parce qu'avec toutes ces informations, on doit pouvoir, encore une fois, cibler, et ça vaut pour tous les métiers en réalité, pour la gestion des réseaux, pour le marketing, pour toutes sortes de services, les services IT, mieux cibler nos actions. Par exemple, un des problèmes des opérateurs télécoms, mais c'est aussi un des problèmes des opérateurs bancaires, et ça va le devenir plus dans la banque demain, je pense, c'est ce qu'on appelle le churn, c'est-à-dire la rotation du client qui va changer de fournisseur X fois par an. Dans le secteur des télécoms, c'est un phénomène très important. Vous avez, dans certains pays, c'est pas le cas en France, mais 20% de churn par an. En France, chez nous, c'est plutôt 10%. Le churn dans le secteur bancaire, c'est plutôt 4 à 5%. Vous avez des clients très très fidèles. Dans le secteur télécom, le fait de pouvoir mieux anticiper les raisons qui vont conduire un client à vous quitter, et donc l'exploitation de toutes ces données croisées qui viennent d'origines très différentes, vont vous permettre de manière proactive d'aller voir votre client parce que vous savez qu'il va être démarché par tel ou tel, que la promo arrive à échéance, etc. Et donc vous allez pouvoir le fidéliser aussi de manière beaucoup plus efficace. Donc on ne devient pas, nous, et pardon, juste je prolonge là-dessus, nous, notre écosystème et notre ADN, c'est pas d'utiliser les datas de nos clients pour faire de l'argent. Ça, c'est quand même, je pense, une différence fondamentale avec les autres compétiteurs dont on parle. Nous, notre engagement, c'est de ne jamais utiliser les données que les clients nous confient à des fins autres que l'amélioration du service qu'on leur rend. Et je pense que pour nos amis les GAFA, qui vont d'ailleurs tomber eux aussi sous le coup de cette réglementation européenne qui était évoquée tout à l'heure à compter de 2018, ce sera un des éléments peut-être qui permettra d'égaliser, ou en tout cas de réduire les distorsions de concurrence qui existent entre les uns et les autres. Pour être un peu dans la démystification de l'IA, les exemples que vous donnez aujourd'hui sont encore assez loin d'une intelligence qui remplace l'homme ou l'humain. On est dans l'amélioration, la capacité de traitement gigantesque dans le marketing, l'efficacité des mécanismes, mais on est encore assez loin d'une intelligence qui remplacerait l'activité humaine ou le cerveau humain au sens où on l'a tous imaginé. Alors, c'est difficile à dire. Enfin, ce qui est clair, c'est qu'il y a déjà un remplacement des métiers. Donc, en fait, par exemple, tous les métiers qui existent chez 55 ou la plupart des métiers qui existent chez Google n'existaient pas quand j'étais étudiant. Et probablement, dans 10-15 ans, il y aura plein de nouveaux métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, on le voit aussi dans le marketing, où le marketing, enfin, globalement, dans cette réflexion, c'est un métier qui devient de plus en plus technologique. Vous avez par exemple, si on prend des grandes marques qui ont des équipes marketing, vous voyez aujourd'hui des postes qui sont nés il y a très peu de temps et qui sont maintenant banalisés, comme responsable acquisition, responsable
ce qu'on appelle SEO, donc le référencement sur Google, donc des gens dont le métier est d'optimiser le référencement sur Google. Des data analysts, des data scientists. Donc ça, c'est déjà un changement de métier. Après, dire que les métiers du marketing vont disparaître, non, pour moi, ils vont plutôt se déplacer. Vous allez avoir un grand déplacement où effectivement un certain nombre de tâches répétitives ou des tâches où la technologie peut avoir une efficacité plus grande vont être remplacées par des métiers qui sont peut-être à mon avis plus autour du design produit, de la création publicitaire, des domaines où en fait il n'est pas encore prouvé que la technologie fait avancer les choses plus vite. Mais par contre, sur tous les autres sujets que j'ai évoqués, création de contenu adapté à des cibles, à des segments extrêmement précis, achat programmatique en médias, observation du ROI des investissements médias de manière extrêmement précise, où on va savoir à l'euro près ce qu'une campagne publicitaire a donné sur tel ou tel canal. Tout ça déjà s'automatise et voit de moins en moins d'intervention humaine. Donc en fait voilà, je crois qu'il n'y a pas d'étude qui dirait qu'il y a moins de gens pour faire du marketing. Par contre, clairement, il y a des profils extrêmement différents qu'il n'y avait pas il y a encore très peu de temps. Une question pour vous deux, tirée des enseignements de ce matin. On a vu la place de la France, les opportunités, les atouts, les difficultés dans lesquelles se trouve la France aujourd'hui dans cette grande compétition sur l'intelligence artificielle. On avait Michel Yael de France Stratégie qui expliquait un petit peu quelle est la stratégie de la puissance publique pour accompagner, développer, structurer, créer la vision, etc. Vous, de votre point de vue, quels sont les atouts de la France dans ce domaine ? Est-ce qu'on est déjà battu ? Est-ce qu'on a une petite chance est-ce qu'on est en avance ? Sinon, on ne serait pas là. Mais juste peut-être aussi un demi-mot sur le marketing. Bien sûr, parce que, en discutant avec moi, je ne suis pas en charge du marketing chez Orange, mais évidemment, en venant ici, j'ai discuté avec mes collègues du marketing pour leur demander ce que ça changeait pour eux. Et je trouve que ça va tout à fait dans le sens de ce que disait Matt. Eux, et pour nous, donc, ce qui change, c'est qu'en fait, on passe d'un marketing de masse, on raisonnait sur des grands segments de population, à un marketing qui va être très personnalisé et qui, dans notre secteur à nous, le secteur des télécoms, va être ciblé sur les moments de vie. Ce qui va permettre d'être beaucoup moins intrusif en réalité de manière générale. En gros, on envoie 500 millions de sollicitations par an, nous, à nos clients, mais pour des produits qui ne sont pas ciblés sur ce qu'on aura pu identifier comme répondant à leurs besoins. Et donc, avec ces différents outils, on va pouvoir beaucoup mieux traiter des moments de vie particuliers, par exemple le début des études, par exemple le déménagement, par exemple la séparation, et donc être plus précis et plus pertinent dans la sollicitation ou la démarche qu'on fait auprès de nos clients. Donc je pense que c'est aussi un des éléments qui permet d'apporter des éléments positifs par rapport à ce qui peut parfois être perçu comme des sollicitations permanentes. Sur où est-ce qu'on se situe aujourd'hui, je pense qu'effectivement, le débat public, c'est, je pense, la bonne nouvelle, est devenu beaucoup plus actif depuis, je sais pas, moi je dirais quelques mois. Enfin, il y a une montée en puissance extrêmement rapide de la prise de conscience du fait qu'il y avait un retard. Et je crois qu'on est maintenant dans la prise en compte, qu'on est passé à dans la prise en compte. Maintenant, je pense, oui. Et dans la prise Clairement. en compte. Et je pense qu'effectivement, ça renvoie à des débats qui sont chers. Alors, pardon de parler en tant qu'opérateur télécom, mais nous, on le vit dans notre chair, si j'ose dire, depuis des années. C'est-à-dire une sorte d'inégalité des conditions de concurrence et d'approche, c'était un des précédents intervenants qui le disait tout à l'heure, d'une approche de la concurrence qui est exclusivement consumériste. Et c'est très important de s'occuper des consommateurs, évidemment, je ne dis pas le contraire, mais l'optique de compétitivité, de compétition industrielle, d'indépendance stratégique qui suppose qu'on soit capable de ne pas s'occuper que de l'approche du consommateur qui, à très court terme, effectivement, aura un intérêt à avoir le prix le plus bas, ça c'est très important. Donc la prise de conscience, je pense qu'elle est là. Nous, en tant qu'opérateurs, on fait partie de ceux qui contribueront autant qu'on le pourra à cette mobilisation, notamment en investissant davantage au capital des startups. Vous le faites déjà ? On le fait déjà. On a créé il y a 18 mois un fonds qui s'appelle Orange Digital Ventures, qui est doté d'une centaine de millions d'euros. On investit au travers d'autres sociétés de gestion de manière indirecte, mais enfin on investit en direct. On est plutôt sur une phase d'augmentation de ces investissements et l'intelligence artificielle, mais comme de manière générale, le monde digital est évidemment le point d'ancrage particulier de ces efforts. Un petit mot, vous avez parlé de Watson tout à l'heure. Vous aviez chez France Télécom à l'époque, centre de recherche avec des gens extrêmement brillants, beaucoup d'innovation.
C'est moins important aujourd'hui. Non, Vous misez plus sur les startups extérieures ou sur d'autres acteurs? Non, on a déjà des équipes d'innovation et de recherche qui sont installées à Châtillon dans un nouveau bâtiment qui a été inauguré l'année dernière. Donc on fait un effort considérable en matière de R&D. C'est aussi dans l'ADN d'Orange Ex France Télécom, donc on continue ces efforts. Simplement, je crois que ce qu'on essaye de faire, c'est d'appuyer l'innovation interne par plus d'ouverture sur l'externe, et donc l'open innovation qui passe à la fois par l'accompagnement des startups, autre que capitalistique. On a des labs, on a des incubateurs, et donc on a un dialogue très nourri avec la communauté des startups, avec des antennes aussi en Californie et en Asie. Et sur le volet capitalistique, on essaye aussi de faire en sorte qu'on crée des passerelles et des lieux d'échange entre ces jeunes entrepreneurs et, disons, Orange, grand opérateur, qui peut aussi être un facilitateur, qui peut ouvrir des portes. On essaye de ne pas étouffer, on essaye de porter et d'y trouver aussi, nous, notre intérêt, parce que ça va nous permettre d'avoir une meilleure compréhension des mutations technologiques qui nous entourent. Même question. Alors, moi, donc le constat, il est quand même très, très mauvais aujourd'hui. C'est-à-dire que... Sur la puissance, la présence, les parts de marché de la France. Qui est en train de gagner, en fait, cette guerre économique qui est en fait une guerre sur l'économie de la matière grise et l'économie de la connaissance, et que les Américains effectivement ont très bien compris très tôt, parce qu'ils ont investi massivement dans ces géants d'aujourd'hui, qui en fait, dont le business model est complètement axé sur l'immatériel, la data, l'intelligence artificielle. C'est incontestable, et ça fait longtemps qu'ils le savent et qu'ils l'assument. Les Chinois qui ont, eux, en fait, cloisonné leur écosystème, mais qui ont créé des géants absolument spectaculaires et qui innovent énormément. Et donc, en fait, là où c'était déjà compliqué avant, dans le sens où l'Europe, on sait que c'est une addition de marchés très différents, avec des gros décalages réglementaires, avec des décalages culturels. Donc c'est plutôt une addition de marchés, certes très riche, avec un gros pouvoir d'achat, de l'innovation, mais c'est compliqué à mettre en mouvement ensemble. Mais en fait, je pense que le problème est encore plus difficile aujourd'hui. Vous pouvez créer Airbus ou des consortiums industriels. C'est plus facile que de créer des géants du digital. Pourquoi ? Parce que le digital, donc tout ce qui est basé sur la data et sur des algorithmes et de l'intelligence, on va dire, immatérielle, ça se crée immédiatement en réseau. C'est-à-dire que Google, créé dans la Silicon Valley, après quelques années d'existence, 98-2000, avait déjà une énorme puissance d'usage dans énormément de pays. Moi, quand je suis arrivé chez Google en 2004, il n'y avait même pas une dizaine de personnes. La société française faisait déjà 50 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc vous pouvez dupliquer votre modèle et le mettre en réseau instantanément, là où dans le monde industriel c'est beaucoup plus compliqué. Et donc l'impératif d'investissement, l'impératif de projet commun, il est encore plus fort. Les atouts qu'on a, c'est oui, effectivement, notamment c'est tout ce qui est éducation et niveau de nos ingénieurs, de nos diplômés. Et je vois également la facilité avec laquelle nous on peut attirer des talents dans ce domaine-là. Il y a dans les communautés de l'intelligence artificielle, il y a les Indiens, il y a les Chinois, il y a les Français. Mais le problème, c'est qu'ils partent et il faut les retenir. Je pense qu'on manque de projets européens d'investissement. Qu'est-ce qui souhaite intervenir dans cette discussion ? Pourquoi on n'a pas inventé un des GAFA ? La question peut élargir en disant pourquoi est-ce qu'ils ont gagné Facebook, Twitter, etc. Parce qu'ils étaient les premiers. Et ensuite, derrière, ce qu'ils ont fait du scale-up. Et vous, avec 4 personnes chez Facebook ou Twitter, vous faisiez 50 millions de chiffre d'affaires. Donc la question est-on capable de créer la nouveauté de demain? Justement, on va partir d'ici, donc on va garder ici, donc on va faire le scale-up qui va devenir de nouveaux GAFA. Et pourquoi si on l'a, on ne le développe pas, on n'est pas fier. On a le patron de Quant qui est là. Personne ne fait la promotion d'un moteur français qui ne récupère pas les données et qui donc protège la vie privée bien plus que Google. Je crois que sur je vais enfoncer des portes ouvertes, mais sur les grosses sociétés américaines qui dominent le monde digital, il y a déjà l'organisation des contacts entre le monde universitaire de la recherche
et les entreprises qui est beaucoup plus fluide. Il y a tout ce qui est accès au capital risque qui est quand même beaucoup plus fluide également, avec des montants beaucoup plus importants. Il y a l'accès à un marché qui est beaucoup plus gros d'emblée. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai déjà monté 2 startups en France, j'ai accès à un marché de 60-70 millions d'habitants. Et aller chercher les autres marchés, c'est moins facile que d'être immédiatement dans le monde anglo-saxon avec 350 millions de personnes, ou en Chine. Voilà. En Chine, vous êtes tout de suite sur un marché à 1,4 milliard de personnes et 700 ou 800 millions de personnes qui sont sur Internet. Donc il y a ces problèmes-là qui sont... Enfin, il y a ces sujets-là qui sont manifestes, donc ça, ce sera toujours un handicap. Après, je crois qu'il y a aussi beaucoup plus entre guillemets, de cynisme et d'opportunisme du gouvernement américain qui, en fait, a une porosité énorme avec ces entreprises-là. Beaucoup plus que ce qu'on imagine, en fait. Ça a l'air d'être un monde, effectivement, pas très étatique, mais il y a énormément de soutien du gouvernement pour ces entreprises-là. Et moi, sur les questions de démantèlement, je ne suis pas tout à fait sûr que ça se produira aussi facilement que ça puisse produire pour des Microsoft ou autres, parce que justement, l'enjeu, il est tellement énorme et il y a une telle capacité, en fait, à dominer, en fait, les marchés de manière extrêmement rapide que probablement qu'il y aura plus de protection, je pense, de la part des gouvernements sur ces sujets-là. Moi, je partage tout ce qui a été dit. Il y a peut-être un élément culturel aussi qui est que, disons que le succès dans certains pays en Europe, et notamment en France, n'est pas toujours vu comme étant pleinement légitime. Et donc, on a tendance à taxer celui qui réussit avant qu'il ait pu faire croître son entreprise. Donc, c'est pas très incitatif, disons. Et puis ensuite, je dirais que dans le champ européen, il faut là aussi, et moi je suis un Européen fervent, qu'on arrive à avoir une approche de ces questions qui sortent des frontières nationales. Et donc notre rôle collectif, je pense, c'est aussi d'arriver à convaincre l'ensemble des acteurs du système qu'il faut avoir des approches qui permettent de soutenir le déploiement de ces entités au niveau européen, alors qu'on a une fragmentation. Moi je parle du secteur que je connais le mieux, évidemment, le secteur de télécom, qui est complètement invraisemblable. Il y a à peu près 150 opérateurs en Europe sur 28 pays, là où ils sont, chacun sait, 3 ou 4 aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Corée, en Chine. Et donc, comment veut-on que ces grands opérateurs télécoms, nous on est le 12e mondial, mais on est infiniment plus petit que les premiers d'entre eux, et surtout maintenant que les grands opérateurs de l'Internet, ces GAFA ou alors leurs homologues asiatiques. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver aussi le moyen de faire en sorte que les grandes entreprises du secteur technologique en Europe aient la capacité de croître, et ça suppose aussi de faciliter un certain nombre de regroupements et pas toujours avoir une approche exclusivement nationale. Ok. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous applaudir.